Alors, laissons-nous nous inspirer par Monsieur Jean-Baptiste Cavalier. Monsieur Cavalier, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bien parfait. La connexion est bonne. Donc, on Parfait. vous laisse la parole, le temps de votre présentation, et ça sera suivi d'une période de questions. Est-ce que ça vous convient? Eh bien, ça me va très bien et je vais Merci. essayer de partager mon écran. Vous me dites si vous le voyez bien. A priori, ça marchait tout à l'heure. Oui, c'est Et, parfait. eh bien, super. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu le travail du RENETA et donc de ce que nous faisons, les espaces tests agricoles en France, qui, d'après ce que vient de présenter Pierre-Olivier, ressemble beaucoup au concept d'incubateur d'entreprises agricoles au Québec. Donc d'abord, je vais commencer peut-être par vous redonner quelques éléments de contexte rapidement, mais juste pour vous dire un peu comment ça se passe en France. Je pense qu'on est un petit peu dans le même genre de situation, à savoir qu'on a un gros problème de renouvellement des générations d'agriculture, avec une forte érosion du nombre d'agriculteurs depuis plusieurs années. Donc là, vous avez un graphique qui vous montre voilà, l'évolution du nombre d'exploitations agricoles entre 1970 et 2020. Voilà, au cours des 10 dernières années, on a perdu à peu près 10 000 exploitations agricoles chaque année, ce qui est donc assez colossal. Et on est dans une situation qui va s'aggraver, puisque aujourd'hui, plus de la moitié des agriculteurs ont plus de 55 ans, donc vont être à la retraite dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et la grande majorité d'entre eux n'ont pas de repreneurs. Donc on est dans une situation qui est en train de s'aggraver, qui est notamment liée au fait qu'on est dans un phénomène de diminution des reprises familiales. Donc, c'est ce que disait Pierre-Olivier aussi apparemment au Québec, c'est voilà, les enfants d'agriculteurs ne souhaitent plus reprendre les exploitations familiales. Leurs parents ne les incitent pas vraiment non plus à le faire. Par contre, heureusement, on a en face de ça un public qu'on appelle en France les hors cadres familiales. Donc, ce sont des gens non issus du milieu agricole et qui représentent aujourd'hui de plus en plus des candidats à l'installation. Donc, c'est des gens qui sont plutôt généralement issus de milieux urbains, qui n'ont pas forcément une grande connaissance de l'agriculture et qui vont donc avoir des besoins d'accompagnement qui vont être différents de ceux qu'on avait l'habitude de proposer aux enfants d'agriculteurs quand ils voulaient s'installer. On est plutôt sur des modèles d'installation qui se font de manière progressive, donc ça va prendre du temps entre le moment où l'idée de s'installer et puis la concrétisation se fait, avec une acquisition progressive des moyens de production, mais aussi des connaissances, des compétences. On est plutôt sur des gens qui n'ont pas, enfin, qui sont sur des faibles surfaces parce que voilà, ils n'ont pas de ferme à la base familiale et l'accès au foncier est très compliqué en France. Donc, de faibles surfaces, en général de faibles capacités d'investissement, et donc la nécessité d'être plutôt sur des modèles de production à forte valeur ajoutée. Euh, donc on trouve plutôt des gens qui ont envie de faire du maraîchage en vente directe ou de l'élevage, par exemple ovin ou caprin ou bovin, mais avec transformation fromagère ou voilà, ce type de production-là. Et on est plutôt sur des modèles agroécologiques, donc on est majoritairement sur des gens qui ont quand même une vision de l'agriculture qui est plutôt agroécologique et plutôt envie de changer de vie. Donc, partant de ce constat qu'on avait du mal à accompagner ce public-là, que les cadres n'étaient pas forcément favorables, plusieurs organisations ont commencé à travailler sur la notion de test d'activité. Alors d'abord, ça s'est fait au début des années 2000 dans le cadre d'un projet européen sur le test d'activité en milieu rural de manière générale, pas que agricole. Et puis, beaucoup de ces acteurs travaillant aussi sur l'agriculture, il y a eu le besoin de créer un groupe de travail spécifique sur le test d'activité agricole pour pouvoir prendre en compte les spécificités de l'agriculture, donc la saisonnalité, le lien au territoire, des outils de production, etc. Et donc, il y a eu tout un travail là-dessus qui a abouti en fait à une toute première expérience qui s'est faite de manière très informelle en 2005 dans le Nord, qui s'appelait Le Germoir, qui s'appelle toujours Le Germoir d'ailleurs. Euh, donc voilà, qui existe toujours et qui a été en fait un des premiers espaces tests donc, à se créer formellement, on va dire, en 2007. Donc, on a eu deux espaces tests qui se sont créés, le Germoir et les Compagnons de la Terre. Deux origines, en fait, deux espaces tests qui sont assez représentatifs de l'origine des espaces tests agricoles en France, donc au tout début, donc à partir de 2007. On avait d'une part des associations de développement agricole et rural, donc c'est le cas du Germoir, qui a été porté par une association qui s'appelle l'AFIP, qui s'appelait l'AFIP à l'époque,
Donc, c'est des associations qui accompagnaient les porteurs de projets, mais voilà, dans le développement agricole et rural. Et puis, le cas des Compagnons de la Terre, qui, lui, est porté par un établissement d'enseignement agricole, en l'occurrence un centre de formation pour adultes, et par des enseignants qui partaient du constat que, après 1 an de formation et quelques stages dans le cadre de la formation pour adultes, les gens étaient bien incapables de s'installer. Et donc, il manquait une étape. Donc, il y a eu besoin de créer cet espace test. Et en fait, au début, les espaces tests se sont créés soit plutôt portés par ces associations de développement agricole et rural, soit plutôt portés par l'enseignement agricole. Donc, on a eu plusieurs années où voilà, il y a eu développement de quelques espaces tests qui se réunissaient de manière informelle. Et puis, il y a eu le besoin de changer d'échelle, je dirais, avec un nombre d'espaces tests agricoles qui augmentait fortement. Et puis, on voyait émerger des structures qui avaient envie d'utiliser les tests d'activité agricole, non pas pour permettre aux personnes de tester leur projet, de se tester, mais plutôt comme un potentiel sas de sélection pour voir qui mérite de s'installer et qui ne mérite pas de s'installer. Ça ne correspondait pas du tout à nos principes et à nos valeurs. Et donc, il y a eu la décision, fin 2011, de créer donc le réseau national des espaces tests agricoles, le RENETA, donc, qui a été créé en 2012, autour d'une charte et de valeurs communes, donc une charte qui définit ce qu'on entend par la thèse d'activité, et qui redéfinit un peu les valeurs sur lesquelles nous essayons de travailler. Donc, le réseau RENETA, c'est un réseau de praticiens, comme on dit, c'est-à-dire que les membres du RENETA sont tous des espaces tests agricoles, donc des structures qui travaillent dans le test d'activité, et c'est avant tout un réseau d'échange de pratiques et d'expériences. Se retrouvent aussi quelques réseaux nationaux qui ont décidé au départ d'adhérer au réseau pour pouvoir s'y impliquer. Alors, ça a bougé. À l'époque, on avait Terre de Liens, qui est une association qui s'occupe d'accès au foncier, la Bergerie nationale, qui est une émanation du ministère de l'Agriculture, du côté enseignement agricole, et d'autres. Voilà. Certains sont restés, d'autres ne sont plus membres du RENETA, mais voilà, le réseau a évolué comme ça. Donc, je disais que c'est une charte c'est un réseau qui s'est construit autour de chartes et d'une charte avec des valeurs communes. Donc, notamment, ces valeurs, c'était le fait que les membres du RENETA d'abord se reconnaissaient dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire et de l'éducation populaire, donc dans une manière d'aborder l'activité économique, mais aussi la formation, la manière d'accompagner les gens qui étaient bien particuliers. Et donc, il y avait un engagement autour d'une démarche de réciprocité, de coopération et de mutualisation. Ça, c'est des valeurs importantes dans le réseau. Avant d'aller plus loin dans les valeurs, je voulais juste revenir sur ce qu'on appelle test d'activité agricole, parce qu'il y a quelques nuances par rapport à peut-être à ce que vous appelez les incubateurs d'activité agricole au Québec. Donc, nous, d'abord, on définit ce test d'activité agricole comme donc quelque chose qui s'inscrit dans un parcours de création progressive d'activité. Donc, le principe, c'est de développer son activité de manière responsable et autonome. Donc, on est complètement en responsabilité, on fait ses choix, on prend ses décisions, on fait ses erreurs. Voilà, en grandeur quasi réelle, donc, sur une durée limitée. En France, c'est entre 1 et 3 ans. Donc, on peut être en test d'activité pendant 3 ans. Et puis, dans un cadre donc, qui va limiter la prise de risque. Donc, tout ce qu'on propose dans le cadre du test d'activité agricole va essayer de limiter au maximum la prise de risque pour la personne. L'objectif, c'est vraiment de permettre à la personne d'évaluer son projet et d'évaluer en fait sa capacité à le mener, pour pouvoir décider soit de s'installer, donc de poursuivre son projet, de le concrétiser, soit de le faire évoluer éventuellement, soit d'abandonner parce que la personne sera rendue compte que ce n'est pas fait pour elle. Et pour nous, toutes ces décisions, toutes ces issues du test, si elles sont prises en connaissance de cause, sont des réussites du test d'activité. Si l'abandon peut être vécu parfois comme un échec par la personne. Donc ça, c'est le test d'activité. Ce qu'on appelle espace test agricole, c'est le dispositif qui va permettre en fait de mettre en place le test d'activité. C'est un dispositif multi-acteurs qui est coordonné et qui réunit les conditions du test, à savoir la mise à disposition d'un cadre légal d'exercice du test d'activité, la mise à disposition de moyens de production et la mise à disposition d'un dispositif d'accompagnement et de suivi. Là, on l'a schématisé avec sous forme de fonctions, on va dire. Donc, on parle de fonction couveuse pour la mise à disposition du cadre légal d'exercice du test, en référence aux couveuses d'activité, qui sont une forme d'association qui existe en France, qui ont justement cet objectif de permettre à des entreprises de se créer de commencer à travailler sans avoir créé l'entreprise directement.
Ensuite, la partie pépinière, ce qu'on appelle fonction pépinière, donc ça, c'est la mise à disposition des moyens de production, donc du foncier, du bâtiment, du matériel, etc. Et puis, donc, ce dispositif d'accompagnement et de suivi. Et tout ça est nécessairement animé et coordonné par le bonhomme en orange, là, parce qu'on est sur un dispositif multi-acteurs. C'est-à-dire que la mise à disposition du cadre légal, l'accompagnement, le suivi, la mise à disposition des moyens de production vont être assurés par tout un tas d'acteurs divers et variés. Et donc, on a besoin de coordonner et d'animer tout ça pour que ça se fasse de manière fluide autour du porteur de projet. Et donc, l'espace test, c'est bien le dispositif. Et après, un dispositif espace test, le test d'activité, dans le cadre de ce dispositif, va être mis en œuvre dans un lieu de test, ce qu'on appelle le lieu test, qui est la ferme en tant que telle, et qui peut avoir différentes manières de faire. En général, un espace test agricole, le dispositif, va avoir plusieurs lieux différents. Certains qu'on appelle des lieux permanents parce qu'ils sont en permanence dédiés aux tests d'activité. Donc, c'est la modalité que décrivait Pierre-Olivier sur le fait que la personne se teste pendant 1 an à 3 ans. Puis, à l'issue du test, si elle décide de s'installer, elle doit aller chercher une ferme ailleurs pour s'installer. Et puis, on a des lieux de test qu'on appelle éphémères, donc ils ne sont pas dédiés en permanence aux tests d'activité, et qui, eux, sont des lieux de test où la personne va potentiellement s'installer à l'issue du test d'activité. Ça peut être chez un agriculteur, ça peut être sur son propre foncier s'il en a, ça peut être sur les terres d'un particulier, d'une collectivité ou autre. Je reviens sur les valeurs communes des membres du réseau parce qu'elles sont importantes. Nous affirmons en tout cas que pour nous, les espaces tests agricoles du réseau sont des outils qui doivent être au service d'abord d'agriculture respectueuse de l'homme et de l'environnement, ancrée dans leur territoire. Donc on ne parle pas d'agriculture biologique, on n'a pas d'obligation de faire de l'agriculture biologique, mais on a bien cette idée d'avoir un modèle agricole particulier qui est respectueux de l'homme, qui est respectueux de l'environnement et qui est ancré dans le territoire. Donc on est quand même sur un modèle agricole un peu particulier. On est au service de l'installation progressive en agriculture. Donc là, on est sur cette idée d'accompagner en particulier les personnes non issues du milieu agricole, mais pas uniquement. On est au service aussi du renforcement de la coopération entre les projets agricoles. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui aujourd'hui se font de manière collective dans le cadre de coopératives. On croit beaucoup en la coopération en agriculture et à la nécessaire solidarité entre les personnes, et notamment pour les personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. L'espace test doit être une manière de recréer, enfin de créer, on va dire, plutôt des solidarités qui existent quand on est enfant d'agriculteur, mais qu'on ne connaît pas forcément quand on ne vient pas du territoire ou du milieu agricole. Voilà, l'idée est de recréer ça aussi. Et puis donc aussi de l'animation de dynamique territoriale. Les espaces tests en France sont des outils de politique agricole et alimentaire plus globale. Donc, ce sont des outils qui vont s'inscrire dans un panel d'outils peut-être plus large, donc avec cette nécessité d'animer aussi ce travail-là. Pour revenir sur le RENETA de manière plus concrète, donc le RENETA qui a été créé en 2012, aujourd'hui encore, nous avons 4 grands axes de travail, mais qui étaient un peu les axes dès le départ, dès la création du réseau, qui sont assez proches de ce qu'ambitionne le réseau Racine, j'ai l'impression. D'abord, nous avons un premier axe qui est autour de la défense et de la valorisation du test d'activité agricole, des espaces tests et du RENETA. Donc là, il y a toute une partie de représentation politique, de plaidoyer, mais aussi de communication. On reste sur des dispositifs qui rencontrent des difficultés, souvent juridiques, parce que le cadre n'est pas encore adapté, et donc on a besoin de faire évoluer les choses. Voilà, cette partie-là est une partie importante. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est autour de l'accompagnement des projets émergents d'espace test. Donc, on a pas mal de demandes de création de nouveaux dispositifs. Donc, on a ce travail d'accompagnement de projets émergents qui se fait en France, qui se fait aussi aujourd'hui de plus en plus à l'échelon européen, puisqu'il y a de plus en plus de pays européens qui ont envie de se lancer aussi dans les espaces tests agricoles. Et donc, on accompagne aussi plusieurs pays européens là-dessus. Après, il y a une dimension d'innovation qui est un axe important. Le RENETA est un réseau avant tout d'échange de pratiques et d'expériences, je le disais. Et donc, il y a vraiment cette idée de permettre aux différentes structures d'échanger sur les difficultés qu'elles rencontrent et sur quelles solutions elles ont trouvées, et puis comment est-ce qu'on peut construire des solutions ensemble. Donc, on a tout un tas de dynamiques, de temps d'échange, de rencontres, de groupes de travail qui nous permettent justement d'innover, de continuer à construire des choses un peu nouvelles.
Et puis, le dernier axe, c'est la consolidation du réseau. Donc, comment est-ce qu'on arrive aussi à continuer à développer l'échange dans un réseau qui grossit et qui se veut toujours très horizontal. Donc, il y a tout un travail à mener là-dessus aussi. Quelques idées un peu pour vous montrer un peu l'évolution du réseau, donc depuis 2012. Donc ça, le premier schéma, c'est un schéma qui était issu en fait, on a mis en place un observatoire des espaces tests agricoles au sein du RENETA, donc qui nous permet d'avoir un peu des infos sur comment évoluent les espaces tests, quels sont leurs impacts, que deviennent les porteurs de projets, etc. Donc là, pour vous dire un peu l'évolution du réseau, d'abord une évolution rapide du nombre de membres. On a grossi très vite, le réseau a grossi très vite, notamment entre 2012 et 2017, à tel point qu'en 2017, on a fait un petit point d'étape, je dirais, pour essayer de poser un peu les choses. Et donc, il y a plusieurs projets qui ont disparu à ce moment-là, qui étaient des projets qui n'avançaient pas, d'où la petite diminution jusqu'en 2019, et puis de nouveau une augmentation. Donc, voilà, quand on a créé le réseau, on était une dizaine d'espaces tests qui fonctionnaient sur tout le territoire français avec une trentaine de projets. Aujourd'hui, on a 65 espaces tests qui fonctionnent, une quinzaine de projets, voilà, et des projets de plus en plus importants. Après, il y a une autre évolution importante, c'est c'est la diversification des membres. Comme je vous disais tout à l'heure, on est parti au départ avec des espaces tests qui étaient portés par des établissements d'enseignement agricole ou des associations de développement agricole et rural, qui étaient les deux principaux types d'acteurs qu'on trouvait dans les espaces tests. Et puis, depuis quelques années, on voit de plus en plus de collectivités territoriales qui portent des espaces tests agricoles, fait d'évolution, on va dire réglementaire, puisqu'ils ont maintenant la capacité agricole, donc la capacité de travailler sur les questions agricoles, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a un certain nombre de lois qui ont favorisé ça. Et donc, on a de plus en plus de collectivités de tout type, depuis la petite commune jusqu'au département, en passant par la métropole, en passant par les départements et régions d'outre-mer, etc. Il y a pas mal de collectivités de plus en plus nombreuses et d'échelons très différents. Un autre type d'évolution aussi depuis le début, ça a été la diversification du type de lieux test. Donc, je vous parlais tout à l'heure des lieux tests permanents et éphémères. Donc, au début, on avait beaucoup de lieux tests permanents, très peu de lieux tests dits éphémères. On était plutôt sur cette logique de l'espace test, c'est une ferme aménagée où plusieurs personnes se testent et puis après, ils iront s'installer ailleurs. Et puis, l'expérience aidant, petit à petit, des lieux de tests éphémères ont été développés. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 70 lieux de tests permanents et à peu près 300 lieux de tests éphémères sur tout le territoire, sachant qu'on a à peu près 40% des gens qui vont se tester sur des lieux de tests permanents, 20% qui vont se tester sur qui vont être, 40% des espaces tests qui ont uniquement des lieux tests permanents, 20% qui ont uniquement des lieux tests éphémères et 40% qui ont les deux types de modalités en fonction des personnes. On a aussi une diversification des productions qui se fait progressivement. Là, je vous ai donné les informations en 2023. En 2023, sur les tests d'activité, on avait 60% de maraîchage et 20% d'autres productions végétales. Au départ, on était énormément sur du maraîchage. Le maraîchage a été très, très, très majoritaire pour tout un tas de raisons. Des raisons qui sont liées au profil des personnes, les personnes qui veulent devenir agriculteurs vont plutôt aller vers du maraîchage. C'est un peu ça qu'ils connaissent et c'est aussi ça qu'ils ont envie de faire. C'est ce qui leur parle le plus. Ça ressemble à un grand potager, donc ils ont l'impression que c'est facile. Mais aujourd'hui, on voit des gens arriver avec des idées de production animale de plus en plus, même si techniquement c'est plus complexe à mettre en œuvre, avec des productions type vigne ou arboriculture aussi, des choses qu'on ne voyait pas avant et qui commencent à se développer. Donc on a une diversification des productions, chaque production ayant ses contraintes, on va dire, ses difficultés, mais bon, on essaye de répondre au maximum à ça. Et aujourd'hui, on est à peu près à 80% dans des productions qui sont labellisées en bio. Je vous disais, on n'oblige pas à être en bio, par contre, on se rend compte qu'il y a quand même déjà 80% des productions qui sont en bio. Alors, le RENETA aujourd'hui, donc c'est 86 membres, donc je vous disais 65 espaces tests en fonctionnement.
16 qui sont des espaces tests en projet, et puis 5 membres associés. Donc ça, c'est des réseaux nationaux qui appartiennent au RENETA. Et puis, on a une grande diversité d'acteurs. En fait, les espaces tests agricoles, comme je vous disais, sont des dispositifs multi-acteurs. Donc, chaque espace test va être lui-même configuré, constitué, je dirais, d'une grande diversité d'acteurs. Ça va être des coopératives d'activité, des collectivités territoriales, des associations de développement agricole et rural, des lycées agricoles, des chambres d'agriculture, etc., etc. Chaque espace test est constitué de manière un peu particulière. Aujourd'hui, on a 65 espaces tests en fonctionnement. On a à peu près 65 modèles différents d'espaces tests. Des modèles qui vont être différents dans notamment l'organisation et l'organisation, on va dire, le mode de fonctionnement, mais aussi quels sont les acteurs qui constituent le dispositif. Certains espaces tests vont avoir des collectivités qui vont être particulièrement présentes, d'autres pas du tout. Voilà, ça va dépendre en fait en fonction des cas de figure. Ça veut dire que chaque espace test a vraiment sa propre manière de fonctionner qui est liée à son histoire, qui est liée à son territoire. Voilà. Donc il va falloir organiser tout ça. Et nous, au sein du RENETA, on se retrouve avec cette diversité d'acteurs. Et donc quand on est dans des échanges de pratiques au sein du RENETA, on est dans cette multiculturalité, je dirais, avec des acteurs qui sont issus parfois de mondes pas forcément qui ne communiquent pas forcément d'habitude entre eux. Donc voilà, c'est aussi un élément à prendre en compte. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir des dispositifs qui fonctionnent particulièrement bien. Cette diversité, c'est une énorme richesse. Et puis le fait d'avoir des dispositifs qui sont à chaque fois adaptés au territoire, c'est aussi une énorme richesse. Et le fait que ça marche, le fait que ça fonctionne bien. Là, voilà, je vous ai mis une carte pour vous donner un peu une idée de comment ça se répartit aujourd'hui en France, les espaces tests agricoles. Alors, elle est plus ou moins à jour. Et donc, vous voyez, il y a aussi un membre en Belgique, puisque nous avons aussi nous sommes un réseau franco-belge, en fait. Tout à fait clair. Voilà, je ne vais pas m'attarder. Et puis, pour finir, je voulais vous donner quelques informations, peut-être sur quelques données statistiques sur ce que ça a donné, le test d'activité en France jusqu'à maintenant. Donc, depuis la création du réseau en 2012, on a à peu près 1500 personnes qui sont passées par le test d'activité. Aujourd'hui, on considère qu'il y en a à peu près 350 qui sont en train de se tester. Donc voilà, on est quand même sur une dynamique exponentielle avec de plus en plus de gens qui se testent. En termes de débouchés, ils sont devenus à la sortie du test, donc il y en a les 3/4 qui concrétisent leur installation. Et ce qui est intéressant, c'est que les retours qu'on a sont des retours pour ceux pour lesquels on a assez de recul, sont des gens qui restent agriculteurs, c'est-à-dire que c'est des installations qui fonctionnent, c'est des entreprises qui marchent. Et donc, on se retrouve avec plus de 97% de taux de pérennité à 5 ans de ces exploitations agricoles. C'est assez énorme. Tout simplement parce qu'en fait, si l'entreprise avait dû péricliter, elle l'aurait fait pendant le test d'activité. Donc voilà, c'est tout l'intérêt du truc. On a à peu près 15% des gens qui, eux, vont abandonner leur projet. Donc, c'est une réorientation non agricole, comme on dit. C'est-à-dire que c'est des gens qui auront essayé et qui, pour telle ou telle raison, vont se dire finalement, c'est pas ça que je veux faire. Ça ne me va pas. Et donc, tant mieux, je dirais, parce que c'est des échecs qui auraient été importants si la personne avait été déjà dans la dynamique de création de l'entreprise. Et puis, on a à peu près 10% des gens qui vont se réorienter de manière un peu importante. Alors, soit qui vont prendre le temps d'approfondir leur projet, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que leur projet ne fonctionne pas, mais ils ont toujours la volonté, donc ils vont le faire évoluer de manière importante. Soit des gens qui vont aller vers le salariat agricole, donc notamment des personnes qui sont intéressées par l'activité agricole, mais qui n'ont pas envie d'être chef d'entreprise. En gros, c'est ça. Par rapport au profil des personnes, donc nous, ce qu'on a vu, ça, c'est des données de 2023. Un élément important et intéressant, c'est qu'on voit qu'on a 50% des porteurs de projets qui sont des hommes et 50% qui sont des femmes. Dans le milieu agricole en France, de manière générale, on est plutôt sur du 70% d'hommes, 30% de femmes. Donc voilà, ça nous pose question. Pourquoi est-ce que nos dispositifs sont plus, il y a plus d'égalité, je dirais, voilà, plus de, donc ça, c'est intéressant et ça nous questionne sur comment on accompagne et comment prendre ça en compte aussi. Après, on se rend compte qu'on a quand même
un tiers des projets qui se testent, qui sont des projets collectifs, donc des personnes qui vont s'installer à plusieurs, pour 2 tiers de projets individuels. Là aussi, c'est assez important et c'est intéressant de voir qu'on a de plus en plus de projets collectifs. Voilà, on est sur une moyenne d'âge à peu près de 35 ans pour les gens qui rentrent en test, donc c'est majoritairement des gens qui ont déjà eu une vie professionnelle avant et une bonne partie d'entre eux aura certainement une vie professionnelle après l'agriculture aussi. Et une des caractéristiques de ce public, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'est plus agriculteur pour la vie, c'est une activité comme une autre et donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et on est en moyenne sur 2 années de tests d'activité, pour les personnes qui, voilà, qui rentrent là-dedans. Là, je vous ai mis quelques documents. J'enverrai la présentation, comme ça vous pourrez peut-être y avoir accès. Des documents qui permettent d'approfondir un peu la notion de test d'activité en France, qui sont en partie sur notre site internet et en partie sur le site du réseau Access to Land, qui a produit notamment ce livre bleu que vous voyez en bas à droite, et qui reprend d'autres expériences aussi de tests d'activité ailleurs en Europe, notamment en Espagne, en Belgique et au Royaume-Uni. Et puis, je crois que ça va être tout pour moi. Je vais m'arrêter là et je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Oui, bonjour, Monsieur Cavalier. C'est fort intéressant, hein. On peut constater quand même plusieurs similitudes entre ce que nous vivons ici au Québec et ce que vous avez vécu en France. Vous avez un petit peu quelques années d'avance sur nous, mais je trouve que c'est fort pertinent. Donc, c'est la période de questions. On a un bon 20 minutes de questions. On va avoir le temps d'approfondir plusieurs éléments. Comment ça va fonctionner? C'est que vous levez la main et ma collègue Christine, avec le micro, va se diriger vers vous. Vous devez vraiment parler dans le micro afin que M. Cavalier puisse vous entendre. Donc, je vous invite d'abord à vous nommer, dire vous représentez quelle organisation, puis poser votre question par la suite. Merci. Bonjour, M. Cavalier. Jonathan Palardi. Je travaille avec la commune ou la MRC d'Argenteuil ici au Québec. J'ai 2 petites questions pour vous. On a un réseau qui est semblable ici qui s'appelle l'Artère au Reneta. Puis, votre financement, ma première question est le financement du réseau. Est-ce qu'il est financé par des fonds publics et du privé? J'aimerais savoir le pourcentage. Et ma deuxième question, j'ai été fort surpris par l'expérience qu'on a avec le réseau aussi. J'ai été fort surpris de voir que les gens restaient en moyenne 2 ans. J'aimerais avoir une explication à ça et quelqu'un qui a un projet qui fonctionne, exemple d'arbre fruitier ou peu importe, c'est sûr, ça va être plus long, on parle d'une moyenne, mais pourquoi les gens partent après 2 ans? Ma première question. Et la deuxième, c'est quelqu'un qui a un projet qui est sérieux, qui fonctionne bien, est-ce qu'il peut rester? Si oui, combien de temps? Merci à vous, M. Cavalier. Merci. Alors, peut-être d'abord sur la question du financement pour vous répondre. Donc, nous, le réseau national est financé par des fonds publics et des fonds privés. Donc, nous avons des financements du ministère de l'Agriculture français. Et nous avons alors via des appels à projets divers et variés, mais via aussi un financement plus structurel, puisque le RENETA a une reconnaissance par le ministère de l'Agriculture comme organisation nationale à vocation agricole et rurale, qui sont un certain nombre, on est 19 organisations en France, qui obtenons chaque année un financement plus structurel du ministère de l'Agriculture. À côté de ça, on a aussi plusieurs fondations qui nous accompagnent, là aussi plutôt sur des projets et qui nous permettent de fonctionner. Donc nous, l'essentiel des financements viennent de là. Après, il y a aussi l'accompagnement à la création de nouveaux espaces tests, qui est un accompagnement qui est facturé, puisqu'en fait, on est sur un principe de compagnonnage, qui est donc on fait intervenir en fait nos membres pour l'accompagnement, et ensuite on va les indemniser pour le temps qu'ils passent à accompagner. Donc voilà, ça c'est pour le modèle économique, on est principalement là-dessus. Sachant qu'un élément important aussi, c'est que le RENETA est un réseau qui est léger, je dirais, en termes de ressources humaines, puisque nous sommes 3 personnes. Voilà, moi, j'ai été tout seul pendant 5-6 ans au tout début, puis j'ai été rejoint par un deuxième collègue, puis une troisième collègue nous a rejoint il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un réseau qui a aussi cette idée de rester léger pour favoriser plutôt l'implication de ses membres.
Voilà pour ça. Par rapport à la question sur les projets, alors en fait, nous, on a donc pour vous donner d'abord un élément important, le cadre légal qu'on utilise est un contrat particulier qui existe en France et qui est vraiment dédié aux tests d'activité, qui est un contrat qui dure 1 an et qu'on peut renouveler 2 fois. Donc le maximum, c'est 3 ans. En général, les gens restent 2 ans parce que en fait, la première année, ils vont expérimenter pas mal de choses et puis la deuxième année, en général, à l'issue de la deuxième année, ils savent s'ils veulent continuer ou pas. En général, ils n'ont pas besoin de plus. Alors, il peut arriver qu'ils aient besoin de plus parce qu'ils ont réorienté leur projet de manière un peu importante, par exemple, donc il y a besoin de retester certaines choses. Mais en général, il n'y a pas besoin. Donc souvent, les gens s'en vont au bout de 2 ans. Enfin, alors quand je dis s'en vont, c'est qu'ils soit ils abandonnent, soit ils vont décider de créer vraiment directement leur entreprise agricole. Après, on en a qui vont rester 1 an de plus parce que, notamment sur les lieux tests, donc je disais permanents, comme il faut qu'ils aillent chercher du foncier et une ferme pour s'installer. Mais en fait, il y en a qui vont avoir du mal à trouver le foncier, donc ils vont rester 1 an de plus, ce qui va leur permettre de travailler tout en cherchant du foncier. Donc, ils vont avoir cette possibilité-là. Au-delà de 3 ans, il n'est plus possible de rester en test d'activité légalement. Donc après, ça veut dire qu'il faut qu'ils créent leur entreprise. Et donc là, après, en fonction des projets et des lieux de test, il y en a qui vont s'installer sur le lieu de test en question, il y en a qui vont décider d'aller ailleurs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Oui, on fait le signe que ça l'a répondu aux questions. Donc, on irait avec Parfait. une seconde question, Monsieur Cavalier. Merci, c'est très intéressant. Je comprends les raisons de pourquoi la plupart s'installent en maraîchage, mais j'aimerais connaître votre point de vue sur la possibilité de créer des espaces tests pour la production laitière. Je vais juste, Jacques, si tu pourrais quand même te Oui, présenter. excusez, j'ai oublié Jacques Leblanc. Ta Merci, question? Christine. Jacques Leblanc, du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Alors effectivement, aujourd'hui, nous, on développe aussi du test d'activité sur d'autres activités, comme je disais. Donc, on a aujourd'hui 10% des gens qui sont en élevage. Alors, l'élevage étant tout type d'élevage, hein, on va depuis les escargots et les abeilles jusqu'aux vaches, donc c'est toute taille d'animal, on va dire. Après, on a pas mal aujourd'hui dans les profils des gens qui veulent s'installer. On a beaucoup de gens qui vont s'installer plutôt, on va dire, en élevage ovin ou caprin. Le bovin est beaucoup moins présent pour des questions, je pense, économiques, pour des questions d'astreinte. C'est complexe, l'élevage. Ça demande d'être toute l'année sur sa ferme, etc. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'il y a plus de difficultés de ce côté-là. Après, aujourd'hui, le fait d'avoir des projets collectifs qui se développent de plus en plus, c'est une aide énorme, notamment en termes d'astreinte. Donc, on a pas mal de gens qui essayent de s'installer en voulant garder des week-ends, en voulant garder des vacances comme ils ont connu avant leur vie agricole, je dirais. Et donc, le fait de travailler à plusieurs va leur permettre de se donner des coups de main et donc de pouvoir garder quelques week-ends et quelques vacances. Et donc, ça aide les gens à se lancer dans l'élevage. Après, c'est plus complexe en termes de tests d'activité parce que les investissements ne sont pas les mêmes. Donc, pour nous aussi, la prise de risque, l'investissement, quand je dis prise de risque, ce n'est pas que économique, c'est prise de risque sanitaire, etc. C'est beaucoup plus complexe. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a des projets de tests d'activité en élevage, et notamment dans des lieux de tests dits éphémères, donc chez des éleveurs qui vont mettre à disposition une partie de leur troupeau, par exemple, et les gens vont se tester avec l'agriculteur. Après, on a quelques espaces tests, notamment les champs des possibles en Ile-de-France, par exemple, qui ont des troupeaux de moutons et qui peuvent proposer ça aussi en test d'activité. Donc, ça se fait. Et c'est vrai que la modalité la plus simple, je dirais, c'est de le faire chez un éleveur qui va travailler avec lui pendant un moment, avec une mise à disposition d'une partie du troupeau, ce qui peut permettre aussi, selon les modalités, de constituer progressivement son propre troupeau. Voilà, parce qu'on se rend compte qu'il y a des fois des modalités où l'éleveur va mettre à disposition du porteur de projet un troupeau avec telle conformation, tant de mâles, tant de femelles, de tel âge, etc. Et la personne doit lui rendre le troupeau dans le même état, et tout ce qui sera en plus, il pourra le garder pour son propre élevage. Donc ça permet de lancer aussi des fois progressivement l'activité, d'acquérir justement aussi les animaux progressivement.
Mais c'est des choses complexes et alors aujourd'hui, c'est pour nous un enjeu énorme parce qu'en termes de transmission des fermes, aujourd'hui, on a cette grosse difficulté. Je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais en France, c'est un véritable problème. Les fermes d'élevage bovin notamment ne se transmettent plus. Ça devient extrêmement compliqué. Et donc, on a besoin réellement de travailler sur la transmission des fermes en élevage. Donc, pour vous dire, c'est un des sujets que nous allons aborder à une rencontre nationale que nous faisons chaque année au mois de juin. Donc, au mois de juin 2024, c'est un des sujets, ce sera la transmission en élevage, justement. Sujet bien Merci. complexe. J'ai encore le signe que c'est bon. La réponse était bonne. J'ai une autre question ici dans la salle. Merci beaucoup, M. Cavalier. Frédéric Paré de la MRC de Roussillon. J'aimerais connaître l'implication des gouvernements de proximité dans la tenure foncière des endroits permanents ou temporaires. Alors, là aussi, c'est un peu complexe. Je vais répondre comme souvent, ça dépend, puisque encore une fois, on a des cas de figure qui sont à chaque fois très différents. Mais aujourd'hui, notamment l'implication des collectivités, de plus en plus se fait par l'achat de fermes pour mettre à disposition de lieux tests permanents. Donc, on a plusieurs fermes aujourd'hui, plusieurs lieux de tests permanents qui sont propriétés des collectivités, qui vont les mettre à disposition gratuitement ou moyennant location à l'espace test agricole en fonction de leur niveau d'implication dans l'espace test agricole. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre en charge les investissements, ils vont pouvoir prendre en charge l'aménagement du lieu. Et donc voilà, c'est un élément qui est quand même très utile. Après, nous, ce qu'on essaye d'expliquer aussi à chaque fois, c'est que, notamment pour les collectivités qui mettent en place des espaces tests, c'est très bien d'acheter la ferme, de permettre aux gens de se tester, mais il faut aussi réfléchir à et la sortie du test. Comment ça va se passer? Si la personne se teste sur la ferme de la collectivité, mais quand elle décide de s'installer, n'a pas accès à du foncier sur le territoire, ben, elle ira voir ailleurs si elle arrive à trouver quelque chose. Et c'est dommage parce que un des gros intérêts du test d'activité, c'est l'insertion dans le territoire. C'est le fait d'avoir créé un réseau de commercialisation, d'avoir créé un réseau d'entraide, de connaître les différents acteurs agricoles et autres du territoire. Donc, on gagne beaucoup de temps pendant le test d'activité en termes d'insertion, notamment parce qu'on est accompagné par des paysans tuteurs, par des gens qui vont faciliter l'insertion dans le territoire. Donc, le fait d'aller voir ailleurs, de s'installer ailleurs, bah, voilà, on a besoin de recréer pas mal de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a cet enjeu-là aussi de dire aux collectivités territoriales, l'espace test est un excellent outil, mais n'hésitez pas à faire aussi, dans la mesure du possible, de la réserve foncière pour permettre ensuite aux personnes qui s'installeront de s'installer sur le territoire. Après, voilà, ça dépend des possibilités de chaque collectivité et de chaque territoire. Ce n'est pas toujours possible. J'irais d'une question complémentaire, M. Cavalier. Vous faisiez mention que vous étiez rendu autour de 300 espaces tests éphémères. Donc, vous n'avez pas élaboré, mais on comprend que c'est des espaces tests qui sont l'espace test est temporaire, mais l'établissement est permanent. Dans le fond, c'est l'incubateur qui, lui, offre les services, mais n'est pas associé à un lieu. C'est bien ça? C'est exactement ça. Un espace test agricole, donc le dispositif, l'incubateur, est quelque chose entre guillemets hors sol. C'est-à-dire que lui, il peut fonctionner sur différents endroits. Et aujourd'hui, nous, la plupart des espaces tests agricoles fonctionnent sur différents lieux, notamment parce qu'on a des espaces tests comme l'espace test îlot paysan ou l'espace test semeur du possible qui fonctionnent à l'échelle d'une région complète. Semeur du possible à l'échelle de la Bourgogne, îlot paysan à l'échelle de l'Auvergne. Et donc, ils ont plusieurs lieux sur lesquels ils interviennent. Certains qui sont des lieux permanents, d'autres qui sont des lieux donc temporaires, où une fois que la personne se sera testée, ben, ça va devenir potentiellement un lieu d'installation. On le voit beaucoup dans les cadres de transmission, d'exploitation. Le test d'activité peut être une manière de faciliter la transmission d'une ferme, en permettant aux futurs cédants et aux porteurs de projets de cohabiter pendant quelques temps, et donc de faciliter la transmission. Ça peut être aussi le cas dans le cas d'associations, voilà, la création de structures collectives qui peut se faire aussi via le test d'activité, par exemple. Merci pour la précision. On a encore le temps pour des questions? Oui, allons-y. Oui, bonjour, Éric Duchemin du Laboratoire sur l'agriculture urbaine. On porte un incubateur en monde urbain et on travaille entre autres beaucoup avec l'espace test de Bruxelles. Et tous les deux, on a le même enjeu, c'est l'installation suite aux 2-3 ans d'incubation.
Et donc, est-ce que vous avez une approche, parce que vous avez parlé de l'enjeu du foncier. Je pense que Toulouse ou Montpellier ont commencé à y travailler aussi parce qu'ils avaient cet enjeu-là où les gens étaient à l'incubateur et ne trouvaient pas de lieu d'installation suite à l'incubation. Est-ce que vous avez une approche à ce niveau-là pour aider des nouvelles approches pour aider l'installation suite à l'incubation avec des nouveaux modèles? Alors, on essaye, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est vrai que notamment, alors effectivement, il y a l'espace S d'Anderlecht qui est assez, qui est membre du RENETA aussi d'ailleurs, qui est assez emblématique de ce point de vue-là, puisqu'ils sont vraiment dans la ville. Celui de Montpellier aussi, il n'est pas très loin de la ville. On a la même chose dans la métropole européenne de Lille. On a aujourd'hui des espaces tests au Havre. Enfin, il y a pas mal de villes assez importantes qui portent des espaces tests. Ou Nice Métropole, par exemple, donc la métropole de Nice, qui est une région où il y a particulièrement peu de foncier. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est effectivement inciter les collectivités à réfléchir le test d'activité dans un ensemble d'outils. Alors, on a en France des dispositifs qui ont été mis en place par la loi il y a quelques années, qui s'appellent les projets alimentaires de territoire, les PAT, qui sont des cadres, en fait, qui permettent notamment de réfléchir cette politique agricole et alimentaire de manière plus globale. Donc ça, c'est assez intéressant de s'inscrire là-dedans. Après, nous, on essaye aussi de travailler, on travaille beaucoup avec des associations de type Terre de Liens, donc qui est une association qui permet justement de faciliter l'accès au foncier. Donc, je dirais, en France, l'accès au foncier reste le problème majeur de l'installation. Donc, c'est vrai qu'on va avoir à chaque fois cette difficulté-là. Il peut arriver qu'on ait des personnes qui, à l'issue du test d'activité, souhaitent s'installer, mais ne trouvent pas de foncier. Alors, l'avantage du test d'activité là-dedans, c'est que pendant 2-3 ans, vous avez montré ce que vous savez faire. L'objectif n'est pas de tester la personne, mais de fait, les gens autour regardent ce qui se passe, les agriculteurs autour regardent ce qui se passe. Et en fait, vous avez fait vos preuves pendant 2-3 ans. Et c'est assez intéressant de voir qu'une personne qui est passée par un test d'activité, elle trouve moins difficilement du foncier qu'une personne qui n'est pas passée par du test d'activité parce que quand elle est en recherche de foncier, le réseau qu'elle s'est créé le sait et va connaître, va essayer de mobiliser du foncier quelque part, va savoir qu'un tel a telle parcelle qu'il n'utilise pas ou qu'il va vendre ou que telle structure peut faire ça. Donc ça, c'est intéressant. Après, les collectivités ont aussi un rôle à jouer. Elles ont aujourd'hui aussi la capacité, pour certaines en tout cas, d'acheter du foncier, de repérer du foncier, mais ça reste très complexe. Merci beaucoup. Passe à la prochaine question, oui. Mario Wallet, récolte buissonnière de la MRC de l'Assomption. Moi, je suis en milieu périurbain, en banlieue de Montréal. C'est quoi le pourcentage des incubés, ou en tout cas, je ne sais pas comment vous les appelez, mais qui proviennent du milieu agricole traditionnel versus des personnes qui viennent plus du milieu urbain? Alors, là, aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres précis. Je sais en 2023, on avait 60% des gens qui n'étaient pas issus du milieu agricole. Donc, ça veut dire qu'il y en avait quand même, on va dire, 2 tiers des gens qui n'étaient pas issus du milieu agricole, donc 1 tiers qui potentiellement étaient issus du milieu agricole. On a une bonne partie, mais là encore, je n'ai pas les chiffres précis, on a une grande majorité des gens qui sont plutôt dans des logiques de reconversion professionnelle et qui sont plutôt issus du milieu urbain. Et on a beaucoup d'espaces tests agricoles qui se développent aujourd'hui en périurbain, notamment parce que de plus en plus de collectivités, comme je vous le disais, s'impliquent dans les espaces tests agricoles et souhaitent développer des espaces tests agricoles pour répondre à des obligations d'alimentation de la restauration collective, fournir la restauration collective, ou parce que les ceintures maraîchères ont eu tendance à disparaître et qu'ils ont du mal à avoir de l'approvisionnement, même pour les marchés de plein vent, pour les habitants des villes. Et donc, c'est vrai qu'il y a une grosse dynamique quand même des collectivités locales on va dire, d'essayer d'installer des gens en périurbain. Et de fait, le public hors cadre familial, qui est souvent un public qui a une expérience passée urbaine, souhaite s'installer en agriculture, mais sans être trop loin du cinéma, on va dire. Donc, c'est vrai que le fait d'être en périurbain, c'est pas mal. Donc, on a beaucoup de projets de ce type-là. Après, on a aussi des espaces qui se font en milieu rural et très rural, et ça marche aussi, mais c'est vrai que c'est moins important. Par contre, je n'ai pas les chiffres en tête, malheureusement.
Une, Donc, une petite dernière question. oui, on a le temps pour une dernière question. Allons-y. Bonjour, Guylaine Martin, collectif en formation agricole Centre du Québec. J'aimerais que vous nous parliez des facteurs de succès des lieux d'incubation dans les lycées agricoles. Autant pour que le lycée accepte d'accueillir un incubé et dans la vie de l'incubé, c'est quoi les facteurs pour que ça se passe bien? Alors, c'est complexe. Alors, effectivement, on a des espaces tests agricoles dont les lieux tests, enfin, on va avoir quelques lieux qui vont être sur le lycée agricole. Alors, ça peut être l'exploitation pédagogique. Donc, les lycées agricoles en France ont une exploitation pédagogique donc, qui va servir de lieu aussi de formation pour les étudiants. Donc, ça peut être l'exploitation, comme ça peut être des terres que le lycée possède, mais qui n'est pas sur l'exploitation pédagogique. D'ailleurs, dans la majorité des situations, ça n'est pas l'exploitation pédagogique, c'est plutôt, donc c'est pas la ferme pédagogique, c'est plutôt des terres à côté. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de faire le lien entre en fait, c'est de faire le lien entre l'espace test agricole et une des missions importantes des établissements d'enseignement agricole en France, qui est l'insertion socio-professionnelle des gens, des futurs agriculteurs. Ils ont un rôle là-dedans, tout comme ils ont un rôle d'animation territoriale. Ça fait partie des missions de l'enseignement agricole en France. Et donc, les espaces tests agricoles leur permettent notamment de jouer là-dessus. Après, c'est intéressant de voir de réfléchir à la complémentarité. Moi, je me rappelle, on a un lycée horticole à Blois qui a monté un espace test qui s'appelle les Prés d'Amont. Donc, les parcelles des porteurs de projets sont vraiment collées à l'établissement d'enseignement agricole. Et en fait, il y a un marché, entre guillemets, qui a été passé entre l'espace test et le lycée. Et donc, notamment les porteurs de projets qui sont dessus, c'est que les porteurs de projets acceptent que les élèves viennent de temps en temps faire des TP des travaux pratiques sur leur lieu de test. Alors, c'est complexe parce que ça veut dire que c'est quelque part, il faut aller, faut accepter qu'il y ait des élèves qui viennent, qui vont peut-être pas faire tout comme il faut. Il faut accepter, entre guillemets, de perdre un peu de temps avec ça, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant et ça permet aussi aux porteurs de projets, quelque part, aussi de voir comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment et comment est-ce qu'on peut apprendre. Donc, il y a une notion importante de bien cadrer les choses, avoir un cadre assez clair sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce que le porteur de projet accepte, qu'est-ce qu'il n'accepte pas, pour que les choses se passent bien. Parce que si jamais on va dire la ferme du porteur de projet, donc ce lieu de test devient un lieu où il y a des TP toutes les semaines, ça va être très compliqué. Donc voilà, il faut trouver à chaque fois le juste milieu, je dirais. Après, l'établissement d'enseignement agricole, il a un rôle beaucoup dans l'accompagnement, notamment technique, ou dans la mise à disposition de matériel, puisque beaucoup d'établissements d'enseignement agricole ont beaucoup de matériel qui est un peu sous-utilisé. Et donc, le fait aussi d'avoir l'espace test permet d'utiliser ce matériel de manière plus cohérente, je dirais. Merci beaucoup. Nous remercions Jean-Baptiste Cavalier. Merci beaucoup.